Christophe Lejeune, que je vais présenter en quelques mots et ensuite lui rendre la parole. Alors Christophe est docteur, chercheur à l'Université de Liège. Sa spécialité, ce sont les rapports qu'entretient la société avec les nouvelles technologies, et donc Internet. Et à ce titre, il a rédigé un ouvrage qui s'intitule Démocratie 2.0, que vous pouvez trouver à l'accueil du Mundaneum, qui est ici en vente. Alors, c'est un petit ouvrage. C'est le même format que Indignez-vous de Stéphane Hessel, une petite centaine de pages. Ça se lit très rapidement, c'est très riche, c'est blindé d'anecdotes, et c'est vraiment l'ouvrage qui s'inscrit parfaitement dans la droite lignée de cette conférence et de l'exposition. Donc vraiment, si la conférence vous intéresse, et je ne doute pas qu'elle va vous intéresser, n'hésitez pas à faire l'acquisition de ce petit ouvrage. Je crois que c'est vraiment le meilleur moyen, en tout cas, de poursuivre la soirée. Voilà, je vais te rendre la parole, donc. On se retrouve tout à l'heure. Vous aurez la parole pour la traditionnelle séance de questions-réponses. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et une bonne conférence. Merci Vianney. Donc bonsoir à tous. J'ai plus besoin de me présenter, c'est fait. Comme Vianney l'a expliqué, je m'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies d'un point de vue qui est le point de vue des sciences humaines et sociales, puisque je suis sociologue de formation. Et m'intéressant à Internet, à d'où ça vient, à comment ça marche, à comment c'est utilisé, j'ai conduit des recherches scientifiques et donc j'ai accumulé toute une série d'anecdotes qui se retrouvent en partie dans le bouquin. Et l'origine de ce bouquin, c'est une série de discussions à la machine à café, en buvant un verre, ou quand je discutais avec des amis ou des collègues, je disais tiens, c'est comique cet aspect-là. Ça m'évoque une anecdote liée aux nouvelles technologies, ou bien quand j'entendais quelqu'un dire Internet, c'est surtout une entreprise américaine qui vise à nous surveiller. Je disais mais savez-vous que Internet, ça a été pensé en Belgique bien avant que les Américains s'y attellent. Et avec le temps, mes amis, certains collègues me disent écoute, il y a quand même beaucoup d'anecdotes à raconter sur le sujet. Si tu les mettais bout à bout pour en faire un petit livre. C'est comme ça que j'ai écrit ce petit livre, il y a déjà un petit moment. Et ce petit livre, je l'ai démarré par cette anecdote que je viens d'évoquer, à laquelle on reviendra un petit peu plus tard, qui est, en fait, Internet, ce n'est pas qu'une histoire d'Américains et d'ingénieurs. Ça concerne aussi d'autres disciplines, et ça nous concerne aussi, nous, petits Belges. Alors, c'est une première motivation pour ces recherches. La deuxième motivation a été que je me suis rendu compte que lorsque je lisais d'autres livres écrits sur les nouvelles technologies, eh bien, je reconnaissais souvent deux positions tranchées, opposées, entre un point de vue très très optimiste, très très enthousiaste, très très pro-technologie, et un point de vue opposé, que je vais appeler le point de vue catastrophiste, qui est le point de vue qu'on connaît, qui dit attention, Internet c'est dangereux, il y a des pédophiles, il y a de la piraterie, on nous surveille, ce genre de choses. Et donc on peut distinguer deux catégories d'arguments, et ce qui m'avait intrigué, c'est que d'abord ces arguments... on retrouve rarement une personne qui vous dit attention à la piraterie et par ailleurs Internet c'est bien parce que c'est pacifiste. Donc c'est des catégories relativement imperméables. Quand on est dans une catégorie, on n'en bouge pas. Et d'autre part, j'étais étonné de ne pas trouver de personnes qui proposaient une position intermédiaire, une position qui disait finalement peut-être que le monde n'est pas en tout blanc ou tout noir, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Et je me suis dit, tiens, ça vaut peut-être la peine d'essayer de proposer une vision qui soit moins partisane et qui donc ne prend pas que le côté rose ou le côté noir. Alors, deux mots sur ces positions, mais j'en ai déjà dit pas mal de choses. Donc, les optimistes, les enthousiastes, ils ont les arguments qu'ils vont avancer, vont s'appuyer notamment sur le fait que le réseau Internet permet de partager les connaissances. Et en partageant les connaissances, quand on est plus instruit, eh bien, on a tendance à moins se disputer, à moins faire la guerre. On a
tendance à... c'est un outil donc, qui va favoriser quelque chose, qui va favoriser le débat, qui va favoriser quelque part la démocratie. On a souvent entendu dire que les réseaux sociaux, les forums de discussion, c'est des choses qui vont favoriser l'échange de points de vue et donc le débat démocratique. À l'opposé, on entend souvent dire d'Internet, ah mais Internet, c'est un mode de diffusion de l'information qui n'est pas soumis à aucune autorité, et donc on y trouve beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs. C'est un mode de communication qui a tendance à isoler les êtres humains, puisqu'on est chacun derrière son écran ou derrière son clavier, et donc on ne tisse plus des relations sociales. C'est enfin une technologie qui a été conçue par les Américains pour nous contrôler, et on retrouve très souvent la figure de Big Brother, vous savez, ce personnage de George Orwell dans 1984 qui nous regarde à tout moment à travers les télécrans qu'avait inventé George Orwell, ces écrans de télévision qui étaient dans toutes les pièces. Et donc Internet serait cet outil de surveillance panoptique, synoptique, qui est toujours là, qui est partout et qui peut vérifier tout ce que l'on fait. Donc deux visions très, très contrastées qui me semblaient toutes les deux un peu caricaturales. Donc je me suis intéressé à l'histoire d'Internet sans savoir au début que j'allais comprendre d'où venaient ces deux visions, puisque c'est bien là mon argument, c'est que en s'intéressant à l'histoire d'Internet, nous allons découvrir d'où viennent ces deux positions. Et en découvrant d'où elles venaient, nous allons comprendre quelle était la logique interne de cette opposition au moment où elle a émergé. Et en même temps, nous allons nous rendre compte que cette opposition était pertinente à ce moment-là, dans le tournant des années 70, 80, et peut-être qu'elle ne l'est plus aujourd'hui. Mais j'anticipe un petit peu. Quand on fait l'histoire d'Internet, on ne fait pas en fait une histoire, on fait trois histoires. Tout d'abord, il y a l'histoire de l'infrastructure, des tuyaux, j'ai envie de dire. Pour que de l'information circule d'un ordinateur à un autre, il faut une infrastructure à l'intérieur de laquelle l'information peut passer. Pour construire cette infrastructure, il a fallu pas mal d'efforts. Et cette histoire-là, c'est une histoire qui débute, en effet, au niveau de la concrétisation matérielle de l'infrastructure, qui débute aux États-Unis, et qui va être l'histoire d'un réseau antérieur à Internet qu'on appelle ARPANET. Je vais y revenir. Il y a une deuxième histoire qui est en partie parallèle, mais qui va croiser l'histoire d'ARPANET, qui est l'histoire des hypermédias. C'est quoi les hypermédias ? Eh bien, c'est la possibilité de faire, je caricature très fort ici, mais de relier des documents les uns par rapport aux autres. Si vous pensez à une page Internet, ce à quoi je pense, c'est ce lien en bleu souligné sur lequel on peut cliquer et qui va permettre de déplacer votre fenêtre, soit vers une autre page, soit vers un autre élément du même document. Et donc, quand on regarde l'histoire d'Internet, on voit qu'il est marqué aussi par l'histoire des hypermédias. Et l'histoire des hypermédias et l'histoire de l'infrastructure d'Internet sont des histoires qui ne sont ni des couches, ni en dépendance directe l'une de l'autre. Elles se déroulent, en tout cas au début, parallèlement. Il y a des personnes qui réfléchissent à comment faire des liens à l'intérieur des documents, et il y a d'autres personnes qui réfléchissent à mettre en contact des ordinateurs. Et enfin, il y a une troisième catégorie de développement qui sont les plateformes de communication écrite médiatisée. À la même époque, dans les années 70, on va voir apparaître des systèmes qui permettent à des êtres humains de communiquer entre eux, d'échanger des messages, sans nécessairement passer ni par ARPANET, ni par des outils de type hypermédia. C'est par exemple le cas pour les Français du Minitel. Et avant le Minitel, ce qu'on appelle les bulletin boards, qui sont des systèmes de communication écrite. Les interfaces sont relativement sommaires, mais qui permettent de déposer des messages écrits, d'échanger des messages écrits, en passant par la ligne téléphonique. Donc on a trois créations informatiques. D'une part, la mise au point d'une infrastructure informatique où l'objectif c'est de faire communiquer entre elles des machines, ça va donner le réseau ARPANET. On a toute une série de développements sur la façon dont on peut faire des liens entre des documents ou à l'intérieur de documents, c'est l'hypermédia. Et enfin,
on a le développement de messageries, mais qui, elles, ne sont pas encore des messageries liées à l'informatique ou à Internet. Ça passe par le réseau téléphonique. Et on va voir qu'à un moment précis de leur histoire respective, ces trois histoires vont se croiser, et c'est à ce moment-là que vont émerger ces deux positions que j'ai citées tout à l'heure. Alors si on fait l'histoire d'Internet et qu'on s'interroge sur l'origine américaine ou européenne d'Internet, je vais placer deux dates butoirs, et puis ces dates butoirs, on va circuler entre elles. Premièrement, j'ai déjà parlé des années 70, un petit peu des années 60, bien avant qu'on commence à développer ces technologies, qu'on commence à effectivement se dire on va construire un réseau d'ordinateurs, un petit Belge, Paul Hotelet, qui a fondé le Mondanéum à son époque, décrit un dispositif, imagine un dispositif qui est pour lui le futur de la bibliothèque. C'est quoi ce dispositif? Il dit, en fait, on n'aura plus une table avec des bouquins partout. Sur la table, on aura simplement un écran. Et sur cet écran, on pourra faire afficher toutes les pages de tous les livres du monde. Comment on fera? Eh bien, on aura un téléphone, ou éventuellement, il pense aussi au télégraphe, qui permettra, avec des codes de télégraphe, et je vais faire exprès de faire un anachronisme, cliquer pour faire apparaître une page. Où sont les pages en question? Ce sont les pages de tous les livres de toutes les bibliothèques du monde, les bibliothèques du monde étant reliées entre elles pour qu'on puisse visualiser de chaque bibliothèque où qu'on soit tous les livres, les pages de tous les livres du monde. Donc Paul Hotelet décrit, plus de 30 ans avant qu'on soit capable de le faire, un dispositif qui ressemble étrangement à Internet, et l'exposition Renaissance 2.0 est notamment motivée par le fait que récemment, on a redécouvert, le New York Times a redécouvert le fait que Paul Hotelet avait bel et bien inventé l'Internet plus de 30 ans avant qu'on le conçoive effectivement aux États-Unis. Alors il n'y a pas qu'un nom belge dans l'histoire d'Internet, il y en a au moins deux, parce que si on fait un bond et qu'on déroule l'histoire très très vite, je vais ensuite revenir en arrière, le moment où l'on crée l'Internet que nous connaissons aujourd'hui, le moment où on met la dernière pierre à l'édifice technologique de l'Internet d'aujourd'hui, c'est la création du World Wide Web en 1989. Qui a fondé le World Wide Web? C'est Tim Berners-Lee et Robert Caillot. Et Robert Caillot est né à Tongres, un autre petit Belge. En plus, on a la parité communautaire, un wallon, un flamand. Et il travaillait avec Tim Berners-Lee, qui lui est un Anglais. Et cette invention, ils l'ont fait à Genève. Donc l'Europe n'est pas en reste en ce qui concerne l'histoire d'Internet. Ce que créent Robert Caillot et Tim Berners-Lee, c'est ce qu'on appelle le World Wide Web. Même si on n'est pas ingénieur, World Wide Web, ça nous dit quelque chose. C'est les 3 W au début des adresses Internet. Mais qu'est-ce que ça recouvre exactement, le World Wide Web? Ça recouvre deux choses. Ça recouvre d'abord ce qu'on appelle un protocole informatique. C'est quoi un protocole informatique? C'est un langage qu'utilisent les ordinateurs pour communiquer. Comme on dirait, je parle français ou je parle anglais, les ordinateurs, ils parlent, pas World Wide Web, ils parlent HTTP. Et là aussi, si on n'est pas ingénieur, HTTP, ça nous dit quelque chose. Puisque HTTP, c'est souvent avant les 3 W. C'est quoi l'HTTP? Eh bien, c'est un langage qui décrit ce que font les ordinateurs quand ils échangent des informations. Est-ce qu'ils envoient une information? Est-ce qu'ils demandent à ce qu'on efface une information, à ce qu'on la modifie, etc. En plus de ce protocole, Tim Berners-Lee et Robert Caillot vont concevoir aussi un langage de description des documents. Donc, ils réfléchissent non seulement à la façon dont on va s'échanger des documents, mais aussi à la façon dont on va, quelque part, formater les documents. Et donc, ils vont décrire de manière élémentaire comment mettre en gras, mettre en italique, mais aussi et surtout, ils vont décrire comment on peut faire des liens à l'intérieur d'un document vers une autre section ou vers un autre document. Et on retrouve donc dans leur invention un élément qui est relatif aux hypermédias. Alors, j'avais envie, on est à Mons, on est au Mondanéum, je ne voulais pas me priver du plaisir de rappeler l'invention belge,
et faire intervenir un wallon et un flamand. Mais ce que je vous propose pour mon exposé d'aujourd'hui, c'est de resserrer la parenthèse, c'est-à-dire de se situer quelque part entre 1934 et 1989 pour essayer d'identifier le moment où ces deux visions catastrophistes et optimistes se sont cristallisées. Et pour ce faire, je vais vous parler, j'ai évoqué tout à l'heure ARPANET sans vraiment dire ce que c'est, je vais évoquer 2 décennies, la décennie qui précède les années 70, donc les années 60, et ensuite ce qui se passe pendant les années 70. Et donc je vais reprendre les développements, enfin quelques développements, je ne vais pas tous les dire, mais quelques développements qui ont eu lieu à l'époque. Donc en 1957, les Russes lancent Spoutnik, ce qui va être vécu par le gouvernement américain comme une humiliation, puisque les Américains n'auraient jamais imaginé que les Russes allaient les dépasser, même s'il y avait une course évidemment. Et leur diagnostic, un de leurs diagnostics, c'est que s'ils sont fait dépasser par les Russes, ce n'est pas parce qu'ils y ont mis moins de moyens, ce n'est pas parce qu'ils sont moins malins, mais c'est parce qu'ils ne se sont pas assez bien coordonnés. Et donc, ils vont créer une agence dont la mission sera de coordonner les efforts de recherche et de développement, aussi bien universitaires que privés, aux États-Unis. Ils créent une agence qui s'appelle l'ARPA, en 1958, l'année d'après. L'ARPA va subventionner énormément de projets de recherche. Parmi tous ces projets de recherche, l'un d'entre eux, un petit projet parmi bien d'autres. Il ne faut pas se dire que ARPA va donner ARPANET et que c'était le seul projet qui était visé. L'un d'entre eux vise à faire communiquer entre eux des ordinateurs. C'est le projet qui donnera ARPANET que j'ai évoqué tout à l'heure. Ce projet est géré par quelques chercheurs, physiciens, donc dans les sciences dures et les sciences appliquées, et ils vont définir, comme le feront après eux Tim Berners-Lee et Robert Cailliau, des protocoles de manière à ce que des ordinateurs puissent communiquer entre eux. Alors ils vont faire des tests qui vont plus ou moins bien marcher au début, et progressivement va se mettre en place d'abord une connexion entre 2 ordinateurs qui sont dans 2 universités différentes, puis une connexion entre 4 centres de calcul de 4 universités américaines différentes, et progressivement, donc, ils vont, créer les tuyaux dont je parlais tout à l'heure, ils vont créer l'infrastructure qui permet d'échanger des informations entre des machines entre différentes universités américaines. ARPANET est en train de voir le jour. À la fin de la décennie, vu qu'il s'agit de définir des protocoles, et qu'un protocole c'est comme une langue, si je vous parle chinois et que vous ne parlez pas chinois, vous ne me comprenez pas. Donc il faut se mettre d'accord sur la langue qu'on parle et comment on la parle. Parce que même le chinois, si je prends le chinois traditionnel ou le chinois simplifié, c'est pas pareil. Donc il faut se mettre d'accord. Et vu qu'il y a plus dans plusieurs têtes que dans une, les chercheurs qui travaillent au développement d'ARPANET vont s'inspirer de la façon dont on régule la communauté scientifique, et ils vont se dire ce qu'on va faire, c'est qu'on va interpeller toutes les personnes qui se sentent concernées pour qu'ils donnent leur avis. Et donc ils font une espèce de procès-verbal de leur réunion qu'ils appellent les appels à commentaires, les requests for comments. Et ils vont, à partir de là, initier une logique qui est une logique de on sera plus fort à plusieurs que tout seul, et une logique qui dit en même temps je ne vais pas décider pour vous, on va décider ensemble, et s'il y a des bonnes idées qui viennent des autres, elles seront bonnes à prendre. Voilà pour la petite histoire d'ARPANET. On change complètement de milieu, donc ARPANET, ça relie des ordinateurs qui sont installés dans des universités ou dans des institutions qui dépendent de l'État et en particulier du ministère de la Défense. On reste aux États-Unis, mais on va ailleurs, on va dans une société publique de téléphone et de télégraphe, un opérateur de communication qui s'appelle AT&T,
Et AT&T a un laboratoire de recherche et développement, les Bell Labs. Dans ce laboratoire travaille un ingénieur, un chercheur, qui s'appelle Ken Thompson, et qui, là de nouveau, se donne un petit projet à un moment donné. Il ne s'agit pas d'un projet qui fait partie du cahier des charges de son employeur, hein, il ne s'agit pas d'une mission centrale. Il se dit que les systèmes les systèmes informatiques qu'il a à sa disposition sur les grosses machines, les gros ordinateurs de l'époque, ne le satisfait pas totalement. Et donc il se dit qu'il faudrait un petit système, souple, simple, et surtout un système qui marche de la même manière quand on le met sur une autre machine, parce qu'à l'époque, il y avait un système par machine. Et il se lance dans ce projet, et il va s'adjoindre les services d'un autre collègue. Donc Ken Thompson va s'allier à Dennis Ritchie, qui est connu pour avoir créé le langage de programmation C. Il y a des informaticiens dans la salle, ça leur dit quelque chose. Et ils vont créer ensemble un système qui s'appelle Unix. Unix, U-N-I-X. Alors là aussi, c'est un jeu de mots comme aiment bien les informaticiens. Il existait un autre système qui s'appelait Multix, mais vu qu'ils voulaient un système simple, léger, ils vont l'appeler Unix en disant les autres systèmes font beaucoup, mais nous on fera peu, mais on le fera bien. Donc Unix va être créé, et il va être créé par Ken Thompson et Dennis Ritchie pour leurs objectifs personnels, pour leur motivation personnelle. La petite histoire dit d'ailleurs que ça avait été développé au départ pour faire tourner un jeu vidéo. Donc vous voyez, ce n'était pas un grand objectif national comme l'ARPANET. Ils sont quand même assez contents de ce qu'ils ont fait, donc ils vont écrire un article scientifique qui dit, ben voilà, on va décrire ce qu'on a fait. Et ils écrivent un article sur Unix. Et voilà que cet article a du succès. Et donc, il y a toute une série de lettres qui arrivent chez AT&T qui disent, dites, vous avez il y a des membres de votre société qui ont créé un machin qui s'appelle Unix, nous, on est prêt à l'acheter. Et c'est combien? Combien est-ce que ça coûte? Combien est-ce que vous nous le vendez, ce Unix? On aimerait bien nous l'utiliser. Le problème, c'est que AT&T est une société nationale de télécommunications et qu'elle n'a pas du tout le droit, étant un monopole d'État, elle n'a pas le droit de faire le commerce de logiciels informatiques. Donc elle ne peut pas le vendre. Elle n'a pas l'autorisation de le vendre. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils le donnent. Ils le donnent gratuitement. Ils demandent juste aux personnes qui les contactent de leur payer les frais de timbre et de reproduction, mais ils le donnent gratuitement. Et tant qu'à y être, ils ne donnent pas que le produit fini, ils donnent aussi ce qu'on appelle le code source, le code informatique, c'est-à-dire les instructions qu'ils ont programmées eux-mêmes, de manière à ce que les personnes qui reçoivent le Unix puissent voir comment ça a été fait et éventuellement adapter, corriger, modifier ce qu'il y a lieu de faire. Puisque jusque-là, Ken Thompson et Dennis Ritchie ne l'ont fait tourner que sur des machines des laboratoires Bell, des AT&T. Et donc, ce qui va se passer, c'est que lorsque les personnes intéressées vont recevoir leur copie de Unix, ils vont se rendre compte que, oui, ça marche bien, sauf que moi, j'ai une imprimante, moi, j'ai un autre appareil qui est un petit peu différemment. Donc, ça marche bien, mais il y a des petites choses qu'il faut modifier, adapter. Et ce que vont faire ces personnes, on n'est pas en train de parler de monsieur et madame tout le monde, on parle quand même de personnes qui sont des ingénieurs, des chercheurs qui travaillent sur ces grosses machines. Il s'agit de gens qui ont l'habitude d'être face à des problèmes techniques compliqués. Et donc l'idée de se mettre à modifier un programme informatique, un système d'exploitation, ou de développer certains éléments de code informatique n'est pas une idée qui leur fait nécessairement très peur. Contrairement à tout un chacun, monsieur et madame tout le monde, ou même moi-même, c'est pas quelque chose dans lequel je me lancerais nécessairement en me disant « Ah, c'est chouette, je vais développer le programme moi-même ». Eux, ils le font. Et donc, on se retrouve avec une situation où de plus en plus de Unix sont installés sur de plus en plus de machines un peu partout, mais ils sont aussi de plus en plus différents les uns des autres. Alors, ce qui apparaît assez vite comme problème, c'est que ça a été développé pour une certaine machine, une machine A. Quelqu'un qui a une machine B corrige les choses pour que ça marche pour la machine B. Eh bien, il y a peut-être quelqu'un quelque part qui a aussi une machine B et qui n'a pas envie de refaire une deuxième fois le travail. Donc, les utilisateurs vont commencer à s'échanger les morceaux qui sont différents
du programme original. C'est assez vite lourd, évidemment. Alors, il y a un collègue de Ken Thompson et Denis Ritchie qui va se dire ce problème est un problème qui va devenir trop compliqué si on doit commencer à envoyer ça par la poste. Il faudrait que les systèmes Unix puissent eux-mêmes partager les morceaux qui sont différents. Et donc, il va définir un protocole, je vous en parle depuis le début, un autre protocole, un nouveau protocole, qui sert à une chose, qui sert à copier des morceaux de code Unix, d'une machine Unix à une autre machine Unix. Et il va tester ce système à l'intérieur des laboratoires Bell, des TNT, et l'installer sur près de 80 machines, qui vont donc, lorsqu'on modifie quelque chose sur une machine, partager avec les autres machines. Ah, j'ai un nouveau morceau de code, je le partage avec les autres machines. Ça, c'est en 1978. Alors, au début, c'est utilisé uniquement à l'intérieur des laboratoires Bell. Unix continue d'évoluer et l'année suivante, on sort la version 7 de Unix. Vous voyez que ça va relativement vite. Et on va intégrer ce protocole de copie Unix à l'intérieur de Unix 7. Ça veut dire que toutes les personnes qui utilisent Unix et qui ont la version 7 de Unix vont avoir ce petit programme qui leur permet de partager tout ce qu'ils ont développé eux-mêmes et de récupérer surtout tout ce qui a été développé par d'autres personnes. Donc j'ai par exemple changé un petit détail pour que ça puisse marcher sur mon système. Par contre, j'ai aussi une imprimante, et là je ne me suis pas cassé la tête à faire fonctionner l'imprimante, mais quelqu'un d'autre l'a fait, et donc je peux récupérer le morceau de code qui fait fonctionner l'imprimante. Lorsqu'ils voient ça, deux étudiants de la Duke University se disent, tiens, c'est pas mal ce système de copie de code informatique, ça permet de partager du code informatique, mais il ne faudrait pas grand-chose pour le modifier et pour faire autre chose avec ça. On pourrait détourner le système pour faire autre chose. Et ce qu'ils avaient en tête, c'est qu'ils savaient que sur ARPANET, le réseau de la défense américaine qui est réservé à quelques personnes, quelques initiés, eh bien, il existait des listes de discussion par email. Ils savaient aussi qu'il existait ces systèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, les bulletin boards, qui permettent d'échanger, d'avoir des forums de discussion via la ligne téléphonique. Et ils se disent, ce qu'on fait sur ARPANET, auquel on n'a pas accès, ce qu'on fait sur la ligne téléphonique, auquel on a accès, mais qui est complètement différent, on pourrait le faire avec les machines Unix. Autrement dit, plutôt que d'échanger du code informatique, on pourrait échanger des messages. Plutôt que de donner des instructions qui seront lues par la machine, on pourrait écrire des phrases qui sont lues par les êtres humains. Et donc, ils vont se baser sur ce protocole de copie de fichiers Unix pour mettre au point un système de messagerie qu'on appelle Usenet, le réseau des utilisateurs de Unix. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui va transiter comme message sur ces forums de discussion. D'abord, des discussions sur comment utiliser Unix, évidemment. Mais aussi, pas mal de choses qui font partie des préoccupations des ingénieurs et des personnes qui font des sciences appliquées, comme l'heroic fantasy, comme les univers de science-fiction, les jeux vidéo, et oui déjà, ce genre de choses. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a d'une part un élément très pragmatique, et puis aussi un élément plus ludique sur le contenu des conversations. Alors, il s'agit toujours d'un public qui est relativement homogène. On est face à des gens qui ont plus ou moins la même formation, ils sont chercheurs, ils sont physiciens, ils sont soit dans la recherche, soit titulaires de thèses de doctorat, donc ils ont une certaine même façon d'envisager ce que doit être la communication. Et donc, progressivement, vont se définir une série de règles de bonnes pratiques sur la façon dont on doit communiquer sur Usenet. On ne pose pas un message pour ne rien dire, et même si on parle de quelque chose de futile, le message doit apporter quelque chose à la discussion. Ça peut être une blague, mais ça doit apporter quelque chose. Ça ne doit pas être vain. On en arrive donc à ce moment-là à avoir, c'est pour ça que j'ai dit qu'on allait avoir le croisement, à avoir un réseau qui est créé,
qui est créé par des ingénieurs dans des universités à la demande d'une agence qui dépend du ministère de la Défense aux États-Unis. Premier réseau, ARPANET, un réseau qui est réservé aux personnes qui travaillent de près ou de loin en collaboration avec la défense américaine. Ça veut dire que tous les autres n'y ont pas accès. Une deuxième série de pratiques qui expérimentent la communication écrite, médiatisée via des serveurs qui sont au bout de lignes téléphoniques. Et un troisième réseau où s'échangent aussi des informations, qui est le réseau Usenet, le réseau des utilisateurs de Unix. En ce qui concerne nos utilisateurs de Unix, on va voir, comme je le disais, qu'ils vont développer quelque chose qui est de l'ordre d'une éthique de la communication. Comment bien communiquer sur ce genre de support. Et il est intéressant de voir qu'on est... la sociologie revient au galop, hein, je suis sociologue. Il est intéressant de voir la façon dont ces personnes-là vont se définir. Alors c'est quelque chose qu'on connaît bien en sciences sociales, on se définit souvent par opposition. On se définit, je suis belge donc je ne suis pas français, je suis wallon donc je ne suis pas flamand, etc. La façon dont les personnes qui utilisent le réseau Usenet vont se définir, c'est par opposition aux personnes qui utilisent ARPANET. Il y a un mélange assez ambigu et assez intéressant de fierté. On a pu faire comme eux, sans avoir les fonds qu'ils avaient et sans avoir accès aux moyens qu'ils avaient. Et aussi une espèce de complexe d'infériorité lié au fait que on ne fait pas partie des Happy Few. On a dû se débrouiller par nous-mêmes. Et donc il y a un mélange où on n'y avait pas accès, mais on y est arrivé quand même. Ça permet de définir leur identité. Alors l'identité c'est une chose, la communication c'en est une autre, mais on va voir dans ces règles de communication certaines valeurs qui sont mises en évidence et qui sont des valeurs essentiellement pragmatiques. Pourquoi est-ce qu'on ne poste pas des messages qui n'apportent pas d'informations aux autres? Parce que c'est quelque chose qui occupe de la place sur une infrastructure qui coûte très cher, et d'ailleurs qui souvent n'a pas été payée par nous, ces grosses machines coûtent très très cher, et donc ça n'est pas une façon optimale, au sens technique, de gérer les ressources. Donc on voit que c'est très pragmatique, et qu'on en revient toujours à une réflexion typique de quelqu'un qui fait des sciences appliquées et qui est un ingénieur, qui se réfère à la machine. Cela dit, en se référant à la machine, on va voir se développer un trait valoriel, un trait culturel qui est intéressant. Les utilisateurs de Usenet vont se dire, tiens, nous utilisons un système qui permet aux machines de partager, de mettre en commun. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va partager, on va mettre en commun. Pas parce qu'on se reconnaît dans une idéologie ou un trait philosophique qui met le partage en évidence, mais simplement parce que pratiquement, en partageant, on va pouvoir gagner du temps, être plus efficace et on va pouvoir faire les choses mieux. Dernier point qui est important, précisément, j'ai dit, c'est pas parce qu'on se reconnaît d'une certaine idéologie ou d'une certaine philosophie qu'on propose cette valeur du partage. Et les chercheurs en question à l'époque vont précisément dire, le fait de dire que le partage se fait pour des raisons pragmatiques, ils vont insister sur le fait que ce n'est pas une option politique. Grosso modo, on est démocrate parce que ça marche mieux. On n'est pas démocrate parce qu'on croit en des idéaux de démocratie. Et dans un milieu qui est essentiellement masculin, technique, qui est plutôt un milieu qui se méfie de la politique, le fait d'afficher un certain apolitisme va être, ça peut sembler paradoxal, mais va être relativement mobilisateur. Le fait de dire ce n'est pas pour des raisons politiques que nous proposons de partager, ça va, comment est-ce que je vais dire, éviter les blocages de la part de personnes qui pourraient se dire « Ouh là là, je rentre dans un machin libertaire, engagé ». Et il se fait que le milieu en question est un milieu qui voit plutôt d'un bon œil qu'on affiche un certain apolitisme.
Donc on est face à quelque chose qui est peut-être, qui peut sembler un peu paradoxal, c'est qu'on met en avant des valeurs de partage, d'indépendance, on se définit par opposition à ceux qui travaillent pour l'armée, ceux qui travaillent pour l'État, et en même temps on dit oui mais cette identité-là c'est la nôtre, on en est fiers, mais ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour des raisons politiques, nous le faisons pour des raisons pragmatiques et pratiques essentiellement. Donc on est ici au nœud dont je voulais parler. On voit que cette opposition entre les catastrophistes et les enthousiastes, elle naît à un moment donné où les utilisateurs de Usenet tiennent à se démarquer et à se construire une identité de groupe qui leur permet de réussir leur projet par opposition à un autre, et dont il est intéressant de remarquer qu'au départ, ils partageaient les mêmes valeurs. Puisque lorsque, je vous rappelle, tout à l'heure, on a vu que dans ARPANET, lorsque ARPANET s'est donné des règles de conduite, c'était quoi les règles de conduite? C'était l'appel à commentaires, le request for comment. On va partager nos idées. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans le cas de Usenet? On va partager nos idées. Donc le trait valoriel est le même. Mais le fait que certains soient arrivés après les autres et n'avaient pas accès aux mêmes ressources que les autres a fait que les deux groupes se sont définis par opposition l'un par rapport à l'autre. Alors je voudrais terminer mon intervention pour dire, voilà, je viens de vous parler d'un moment de l'histoire, dans les années 70, du développement d'Internet, qui nous permet de comprendre comment se sont cristallisées ces positions enthousiastes et catastrophistes. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Premièrement, le mouvement ne s'est pas arrêté à Usenet. À un moment donné, les réseaux de télécommunications dont nous parlons ont été accessibles à un plus grand nombre de personnes. Et en particulier, à un moment donné, les réseaux de communication via la ligne téléphonique, les bulletin boards, ont été connectés avec le réseau Usenet, qui a lui-même d'ailleurs été aussi connecté avec le réseau ARPANET. Donc à un moment donné, on a tout connecté. Mais un moment qui a été très sensible, c'est le moment où les clients d'un fournisseur de services, il s'agissait de location de jeux vidéo, encore une fois, qui s'appelle America Online, AOL, ont vu apparaître dans leur petit boîtier qui leur permettait d'avoir à disposition ces jeux vidéo, un accès vers un nouveau machin qui est Usenet. Alors, le public qui paye pour avoir tous les mois des nouveautés en termes de jeux vidéo, c'est là aussi un public relativement spécifique. Un public qui aime jouer et qui est prêt à mettre de l'argent tous les mois pour pouvoir jouer. Et donc ces personnes qui ont vu apparaître cette nouveauté, cet accès vers Usenet, ça a piqué leur curiosité. Pire que cela, ça ne marchait pas bien. Alors, vu que ça ne marchait pas bien, ça faisait un défi en plus, comme dans un jeu vidéo. Il fallait essayer d'y arriver. Essayer d'arriver à poster un message sur Usenet. Donc ils l'ont fait jusqu'à ce que ça marche. Beaucoup de gens ont débarqué sur Usenet pour poster un message, peu importe ce qu'ils postaient. Bonjour, salut, je suis là, j'y suis arrivé. Ouais. Vous imaginez ce que ça a donné de la part des utilisateurs de Usenet. Ils avaient l'habitude, ces utilisateurs de Usenet, de voir arriver des nouveaux, puisque chaque année, au mois de septembre-octobre, les étudiants universitaires dans les facultés de sciences appliquées obtenaient un accès à Usenet pour pouvoir apprendre comment ça fonctionnait. Et donc chaque année, en septembre-octobre, on voyait débarquer des nouveaux, des personnes qui ne savent pas comment ça marche. Et donc il fallait leur expliquer un peu comment ça marchait. Donc quand les personnes quand les abonnés d'America Online sont arrivés et ont commencé à déposer des messages sans respecter les règles, eh bien les personnes qui géraient Usenet, je veux dire tous les utilisateurs de Usenet, se sont dit on va leur expliquer. Le problème, c'est qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que les étudiants, et surtout, il n'y avait pas une rentrée. La rentrée s'est éternisée. Ce qui fait dire parfois dans le monde informatique que ce mois de septembre-là, il ne s'est jamais terminé, et il est toujours là aujourd'hui. Et si on prolonge de génération d'utilisateurs en génération d'utilisateurs, sans doute que les premières fois que nous sommes allés, ou que nous irons si nous ne sommes pas encore allés, sur des forums de discussion, on a produit la même réaction d'agacement, d'énervement chez ceux à qui on s'est adressé, parce qu'ils disaient « encore quelqu'un qui n'y connaît rien ». On est toujours le quelqu'un qui n'en connaît rien d'un autre. Et cet autre, il a été le quelqu'un qui n'en connaissait pas grand-chose d'une personne avant lui.
Donc, le phénomène s'est élargi, s'est généralisé, là où, dans les années 70, on parlait d'un public relativement restreint. Aujourd'hui, de plus en plus de monde, et je suppose que la plupart de nous dans cette salle, et je n'ai pas besoin de supposer que ceux qui nous regardent en streaming utilisent Internet, mais la plupart d'entre nous dans cette salle, nous utilisons d'une manière ou d'une autre Internet pour faire des virements, pour regarder les photos de vacances des petits-neveux, pour échanger des emails avec notre compagnon ou notre compagne pendant la journée pour savoir ce qu'on mange le soir, toutes sortes de choses. Cette généralisation, elle veut dire que des personnes qui sont très différentes en termes de catégories socio-professionnelles, en termes de culture, en termes d'origine, en termes d'âge, utilisent aujourd'hui Internet pour toutes sortes de choses différentes. Et ce qui veut dire aussi que les usages se généralisent, mais ce qui n'a pas changé depuis le début, c'est qu'on a continué à utiliser Internet aussi, et peut-être même surtout, pour des choses pas très importantes, pour des choses ludiques, pour des choses qui n'ont pas le même niveau de sérieux que la rigueur scientifique ou l'économie de moyens sur un serveur Unix. Mais n'oubliez pas que les utilisateurs de Unix ont aussi commencé par discuter sur des questions de science-fiction. Donc on voit que le côté qui peut sembler un peu léger, le côté ludique, occupe beaucoup de place. La question c'est, est-ce que c'est grave, docteur? Et ma réponse serait précisément non. Il me semble que beaucoup de commentateurs de l'Internet se trompent à endosser l'une des positions, soit enthousiaste, soit catastrophiste, en disant « oui, Internet c'est merveilleux, il n'y aurait pas de telle révolution s'il n'y avait pas Internet, il n'y aurait pas de démocratie, la démocratie ne serait pas aussi forte s'il n'y avait pas Internet, etc. » Ou à l'inverse, regardez un peu ce qu'ils font en échangeant des photos ou en mettant leur nom sur des photos de sortie où on les voit qui ont trop bu, ce genre de choses. On a donc plutôt intérêt à essayer de regarder ce qui se passe et de décrire les phénomènes face auxquels on est confronté en essayant de comprendre que ce n'est pas parce que les usages sont des usages ordinaires, ludiques, qu'ils sont sans importance. Essayer d'accepter que les choses importantes ne sont pas nécessairement des choses, ne sont pas uniquement des choses politiques, et que les choses quotidiennes ne sont pas futiles. Je vais prendre un exemple peut-être pour faire un peu mieux passer mon argument. Je prends un exemple récent dont on a parlé dans la presse. Il y a quelque temps, on a parlé d'un site internet dont sans doute la plupart d'entre nous n'avaient jamais entendu parler avant, qui est un site qu'a mis en place l'administration Obama pour donner la possibilité aux citoyens d'exprimer leurs demandes. Et donc, c'est une espèce de site de pétition où on peut demander que le président se justifie sur tel point ou qu'on développe une politique plus sociale, ce genre de choses. Et une des règles qui a été proposée, qui a été affichée sur ce site internet, c'est si une requête recouvre l'intérêt de plus de 25 000 personnes, alors on s'engage à y répondre. Et il y a une requête récemment qui a recouvert plus de 35 000 demandes, qui est la construction d'une étoile noire, aussi connue sous le nom étoile de la mort. Qu'est-ce que c'est qu'une étoile noire ou une étoile de la mort? Eh bien, il s'agit d'une espèce de gigantesque vaisseau spatial qui apparaît dans le film Star Wars. Ça a une puissance de feu terrible et ça permet de faire beaucoup de dégâts. Alors qu'a fait l'administration Obama face à cette demande? Donc la demande c'était, nous voudrions que le gouvernement américain mette rapidement, je crois l'année prochaine, en place un projet de construction de cette arme qui va permettre d'asseoir et de confirmer la suprématie militaire américaine. L'argument est bon finalement. Et la réponse de l'administration Obama a été bonne aussi. Qu'a répondu l'administration Obama? Elle a répondu que d'abord, vu la taille de l'étoile noire, ça prendrait
un certain nombre d'années que j'ai oublié, mais qui est assez élevé. Deuxièmement, ça coûterait un budget avec un certain nombre de zéros. Beaucoup de zéros. Je crois que c'est des millions de milliards de dollars. Et que dans un objectif de réduction de la dette, cet objectif n'était pas prioritaire. Par ailleurs, le communiqué de l'administration Obama fait état du fait que le but aujourd'hui, c'est pas de menacer les autres, c'est pas de faire peur aux autres, et de recommencer une course à l'armement type guerre froide. Par ailleurs, ils ont précisé que leur but était plutôt de sauver la planète plutôt que de détruire d'autres planètes, puisque l'État Nord est capable de détruire une planète. Et enfin, j'espère que je n'oublie aucun argument, le communiqué précise que précisément, si vous êtes intéressé par la technologie, par les sciences, alors la force sera avec vous. C'est quoi la force sera avec vous? C'est cette phrase que se disent les chevaliers Jedi dans Star Wars. Autrement dit, vous êtes des nôtres, vous êtes dans la bonne voie. Autrement dit, je vais le reformuler encore d'une autre manière, à une requête qui pouvait sembler ludique, insignifiante, à côté du propos, à une requête qui n'était pas directement politique, à une requête qui fait référence à une fiction, à Star Wars, l'administration Obama a décidé de répondre en rappelant les points de politique internationale, de politique budgétaire et de politique d'éducation. Autrement dit, ils ont pris au sérieux le ludique. Pas en se disant que c'était la révolution et qu'on allait être attaqué demain par des Jedi, mais en se disant, tiens, c'est une façon de communiquer qui est celle qui est en vigueur dans des médias comme Internet. Et je pense que c'est un exemple qui montre bien que ce n'est pas parce que c'est ludique que ça n'est pas important, et on n'est pas obligé d'y trouver une qualification politique, on n'est pas obligé de dire les gens qui ont signé cette pétition sont des anticonformistes ou sont des dangereux communistes ou des pro-américains, on n'est pas obligé de convoquer les catégories du politique pour prendre au sérieux ce genre d'arguments. Voilà, j'espère que ça soulève quelques questions, puisque j'en arrive à la fin de mon exposé. Je vous remercie de votre attention et suis disponible pour continuer le débat et la discussion avec vous. Je vous remercie.